Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de votre journal de 15 heures. Voici tout de suite les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, est arrivé à la ville de Sotchi pour participer au premier sommet Russe-Afrique. Et en Syrie, avec cet accord historique entre Moscou et Ankara concernant l'offensive Turquie menée dans le nord-est de la Syrie. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, est arrivé mardi soir dans la ville de Sotchi de la Fédération de Russie pour participer au tout premier sommet Russie-Afrique. À son arrivée à l'aéroport international de la ville de Sotchi, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par les représentants de la Fédération de Russie, les membres du gouvernement, l'ambassadeur de Djibouti, des hauts cadres djiboutiens et le personnel de l'ambassade de Djibouti en Russie. Les principaux événements du sommet Russie-Afrique et du forum économique sont prévus pour aujourd'hui et demain. Au programme officiel de l'événement, une séance plénière, une série de tables rondes et des débats d'experts de haut niveau, ainsi qu'une multitude d'opportunités de développer les partenariats commerciaux. Le forum est une étape importante et prévisible pour établir des fondements pour la promotion et le renforcement des relations commerciales et économiques entre les économies du continent africain et permettra la diversification et l'intensification de la collaboration économique entre la Russie et l'Afrique. Le président Guelleh tiendra également une série de rencontres bilatérales à Sotchi. En marge du forum économique, le chef de l'État effectuera une visite d'exposition de Djibouti et celle des autres pays sur le territoire de Media Center. En bref et sans image, avec ce message de félicitations du président de la République au Premier ministre réélu du Canada, le chef de l'État a adressé aujourd'hui un message de félicitations au Premier ministre réélu du Canada, M. Justin Trudeau. Dans son télégramme, le chef de l'État djiboutien a décrit la réélection du Premier ministre canadien comme le signe manifeste d'une majorité de Canadiens qui souhaitent évoluer encore sous le leadership de M. Justin Trudeau. Les nombreux progrès économiques enregistrés sous votre mandature sont donc indubitablement à l'origine au renouvellement de confiance dont vous bénéficiez aujourd'hui, a écrit en substance le président de la République. Nul doute aussi que les efforts entrepris en vue d'une plus grande solidarité entre vos compatriotes et d'une plus grande implication de votre pays dans les principales problématiques à l'ordre du jour dans notre monde ont plaidé en faveur de votre réélection, a poursuivi le président Guelleh. Soyez sûr que vous trouverez toujours auprès du gouvernement et du peuple du Djibouti tous les concours nécessaires au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays et nos deux peuples, a-t-il poursuivi avant de réitérer ses vœux de succès et de réussite au Premier ministre réélu du Canada. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette conférence sur la population et le développement qui s'est clôturée hier après-midi au Palais du Peuple. Après 2 jours de concertation, cette conférence s'est achevée sous le signe d'un avenir propice à l'émancipation et à l'intégration de la femme djiboutienne dans le processus de développement du pays. Avec un thème intitulé « Accélérer les promesses », des discussions panélistes de haut niveau ont permis la mise en place d'un plan à long terme visant donc à améliorer le bien-être des êtres humains au centre de l'agenda pour le développement mondial, mettant donc l'accent sur la valeur de l'engagement en faveur des femmes et des filles à la fois comme un moyen d'amélioration de la qualité de vie de chacun. Développement à Djibouti du 21 et 22 octobre 2019 à l'occasion des préparatifs pour le sommet CIP2+25 de Nairobi du 12 au 14 novembre 2019, tenant compte des résultats, des défis et des recommandations des examens nationaux, régionaux et mondiaux relatifs au progrès
réalisées dans la mise en œuvre du plan d'action de la CIPD, considérant que le sommet de Nairobi, célébrant la CIPD plus 25 et UNFPA plus 50, marque une étape importante dans la continuité des efforts pour adresser les questions des droits humains et de la dignité des personnes dans le monde entier. Avons adopté, au terme de 2 jours de délibération, la présente déclaration. Nous nous engageons à honorer, promouvoir, respecter et mettre en œuvre la déclaration pour l'accès universel aux services sociaux de base, en particulier aux soins de santé sexuelle et reproductive, l'éradication des violences basées sur le genre, y compris les pratiques néfastes, notamment les mutilations génitales féminines, la prise en compte du dividende démographique pour un investissement équitable dans le capital humain et la défense des droits reproductifs, y compris dans des contextes humanitaires et fragiles. Mobiliser les financements nécessaires pour mener à bien le programme d'action de la CIPD et pérenniser les actions déjà obtenues. Ainsi, en notant que des progrès remarquables ont été accomplis depuis la conférence internationale sur la population et le développement CIPD de 1994, au Caire et les objectifs du millénaire pour le développement de 2000, considérant la vision Djibouti 2035 comme cadre de référence concrétisant la mise en œuvre du programme d'action de la CIPD. La représentante de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, Madame Bineta Diop, a félicité les engagements pris par le gouvernement de Djibouti lors d'une allocution qui a été faite en langue anglaise. Elle a également remercié la ministre de la Femme, Madame Moumina Hamad, pour l'organisation de cette conférence de haut niveau. Écoutons. Me permettrai tout d'abord de dire qu'aujourd'hui, Madame la ministre, nous arrivons à point nommé et en attendant les déclarations d'engagement du gouvernement djiboutien pour la mise en œuvre du programme d'action de la conférence internationale sur la population et le développement à l'horizon 2030, je crois que c'est un engagement très fort et Madame la ministre, nous vous félicitons pour avoir organisé cette conférence. Vous me permettrez également, Madame la ministre, de dire qu'il y a quelques temps, vous avez également organisé Beijing plus 25. Ça veut dire que Djibouti n'a jamais failli à son devoir de rendre compte par rapport aux instruments juridiques que vous avez pris en considération. Et je pense que les femmes et les jeunes dans cette salle n'ont pas manqué de contribuer à cette évaluation des instruments que nous sommes fixés. Je vous parlerai de la résolution 1325. Nous sommes venus ici en mission de solidarité, femmes, paix, sécurité. Mais cette mission est axée sur la participation des femmes. Je suis sûr que la vice-secrétaire générale vous dira que nous avons des entretiens très fructueux. Et Monsieur le Premier ministre, le message fort que nous avons, c'est que les femmes djiboutiennes, qui sont les femmes africaines, et les femmes africaines dans le monde international ont des capacités et des qualifications pour être leaders dans tous les mécanismes de prise de décision. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Eh bien, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Madame Amina Mohamed, a pris également la parole et elle a félicité donc le gouvernement djiboutien pour l'organisation de ces assises. Cette conférence a-t-elle souligné traduit donc la volonté du gouvernement de voir les femmes au centre des préoccupations, mais aussi accroître leurs possibilités. Aujourd'hui, lors d'un discours qui a été fait en anglais, a-t-elle ajouté, cette conférence impulse donc la réflexion sur les différents problèmes que pose la dynamique et l'état de la population sur les différents continents.
want to add my voice because I think my sister, Madame Diop, as it is, because what we came today in a solidarity mission to show our... Eh bien, le ministre de la Justice et Premier ministre par intérim, Ali Hassan Bahdon, lui, donc, a dans son allocution remercié la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Mme Amina Mohamed, et la représentante de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, Mme Bineta Diop. Votre présence parmi nous, a-t-il souligné, témoigne de l'importance qu'accordent les instances internationales à la République du Djibouti et traduit votre soutien indéfectible. Ali Hassan Bahdon a rappelé que le chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, et son gouvernement ont toujours mis la femme au cœur de ses préoccupations. Cette conférence et la présence d'autant de femmes depuis le début reflètent, a-t-il martelé, les engagements du gouvernement. Et place maintenant à la conférence de presse. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Hamad, donc, a répondu aux questions des journalistes et s'est exprimée en ces termes. D'abord, avant de répondre à votre question, permettez-moi de remercier Dr Edna, Monsieur François Farah, Monsieur Poulain. Je n'ai pas besoin de remercier mes deux sœurs parce qu'elles sont aussi engagées et investies dans la préparation de cet événement. Cet événement, comme tout Djiboutien l'a suivi, a été une réussite. Il a été plus que nos attentes. Et s'il l'a été, c'est grâce aux experts nationaux et internationaux et à la population qui a bien voulu y participer. Maintenant, je vais répondre à votre question. Vous avez dit quelles sont les perspectives pour la femme et quels sont les objectifs du moins le mécanisme que vous allez mettre en place pour atteindre les objectifs que vous allez vous fixer suite à cette conférence. Je peux répondre à cette question, mais je pense qu'il faudrait déjà comprendre le tenant et aboutissant de cette conférence. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, d'accord? Perspective, ça serait pour répondre à votre question, les perspectives seraient que cette déclaration politique dont nous venons de lire aujourd'hui soit respectée à la lettre et actée par des actions concrètes de la part du gouvernement de la République de Djibouti. Et ça, je n'en doute pas un instant, que nous serons à la hauteur, parce que c'est une initiative et un engagement que nous avons pris, nous, responsables, avec la population. On ne l'a pas écrite et préparée dans un coin de bureau. C'est une réflexion commune de la part de la société civile, des partenaires et du gouvernement. Donc, acter cette déclaration publique en action, la réaliser, la concrétiser avec des actions concrètes. Et ça, je n'ai aucun doute sur le fait que ça sera réalisé. Le mécanisme que vous allez mettre en place pour atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Il y a un mur à l'extérieur, accélérer la promesse. Je ne sais pas si vous avez vu le message qu'on a mis sur ce mur. Aujourd'hui, nous avons organisé cette conférence pour pouvoir dire, voilà, 25 ans après, qu'est-ce que Djibouti a fait? Dans cet engagement qu'elle a pris, quelles ont été les réalisations majeures en matière de développement, certes, mais développement de la femme. Le message, c'est parier sur l'avenir, la femme au cœur du développement. Donc, qu'est-ce que la République de Djibouti a mis en place comme politique, comme stratégie, comme initiative pour que cette femme djiboutienne contribue pleinement à son développement? Donc, la plateforme, le mécanisme dont vous m'avez posé la question, ça serait de dire oui, tout ensemble, gouvernement, société civile, partenaires, experts nationaux et internationaux, chacun, à sa manière, va y contribuer modestement, mais pour pouvoir atteindre ses objectifs. Pressentir réellement la volonté d'une égalité entre l'homme et la femme, sans oublier la complémentarité de l'homme et de la femme. On vient de parler de la naissance. C'est la femme qui met au monde un enfant. Et la femme a toujours, je ne vais pas dire, elle a une longueur d'avance. Parce que la femme, elle a cet enfant 9 mois en elle, avant que l'homme ne puisse commencer à éprouver ce sentiment de paternité. Personnellement, j'ai 6 enfants, je sais bien que
je peux prêcher d'expérience, l'homme ne devient vraiment père que lorsque l'enfant a finalement 2-3 ans. Et lorsque l'enfant a 5, 6, jusqu'à 10 ans, je dirais que l'homme prend même, il peut prendre une importance dans l'éducation de l'enfant qui est prépondérante. Donc il y a des moments où l'homme, le père, est plus important que la femme, mais au départ, c'est quand même la femme qui est celle qui permet à notre société de continuer à vivre, de vraiment... Elle est à la base de la procréation. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec la migration? Eh bien, on a dit que la migration était de plus en plus féminisée, mais ce faisant, considérant tout l'aspect vulnérable de la migration, on peut se poser la question si la femme ne perd pas son essence même dans la migration. Si en se lançant dans le processus de migration, elle ne perd pas une partie d'elle-même quand on voit toutes les difficultés et tout ce qui se passe. Et donc de voir qu'actuellement Djibouti est largement concerné par les phénomènes migratoires, et on en parle à travers le monde, mais par rapport à la population qui est actuellement, je vais dire, d'1 million à Djibouti, les mouvements migratoires sont très, très importants. Et à l'issue de cette conférence, nous avons recueilli les propos de la conseillère du département de la femme et de la famille. Voici ses propos. Qui va essayer de revoir l'atteinte des objectifs du développement durable. Cette conférence est la suite, on va dire, de ce qui a été décidé en 1994, donc il y a 25 ans, au niveau international, dans la conférence qui a eu lieu au Caire et dans laquelle plusieurs points ont été retenus et intégrés dans les développements durables. En bref, et en image avec cette réception du président de l'Assemblée, Mohamed Ali Hamad, qui a reçu donc, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union européenne auprès de la République de Djibouti et de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, Aiden O'Hara. Cet entretien entre le speaker et le chef de mission de l'UE s'est déroulé en présence du chef de la section politique Patrick Gessen et de l'attaché de la section coopération de cette délégation de l'UE, Eduardo Lorenzo. Une semaine donc après la remise de ces lettres de créance au chef de l'État et chef de l'exécutif, le nouvel représentant de l'UE et le président de l'Assemblée ont souhaité marquer cette première conversation du saut de la diligence et de la disponibilité. Et cet atelier de formation qui a été organisé par le président de l'Assemblée nationale et de l'ambassadeur de l'Union européenne, atelier intitulé donc interactif du projet. Il est à noter que cet acronyme pour projet de renforcement de l'Assemblée nationale est une initiative financée par l'UE, mise en œuvre par l'Union interparlementaire en étroite collaboration avec l'Assemblée nationale djiboutienne, et dans le volet qui a débuté hier porte cette fois sur la création d'un caucus de femmes et d'un caucus donc genre au sein de l'Assemblée nationale. Pour rappel, cet atelier a débuté hier et sera clôturé donc demain. Donc le renforcement des capacités étant assuré par Madame Munn, ancienne ministre du Royaume-Uni, experte auprès de l'UIP, l'Union internationale des parlementaires, et spécialisée sur les questions de gouvernance et de genre. Et je voudrais saluer le travail de Mme Nunn et M. Stolz pendant cette semaine. Peu après donc le lancement de cet atelier, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, s'est exprimé en ces termes. L'Assemblée nationale compte désormais 17 femmes élues députées, on en a parlé hier, et qui représentent donc 26,1% des sièges. Ce pourcentage inédit est un signe fort de l'ouverture de l'Assemblée nationale à la place des femmes. La question de la place des femmes et de l'égalité hommes-femmes est un sujet qui me tient à cœur, et je voulais que l'Assemblée nationale puisse s'emparer de ces sujets cruciaux pour l'avenir de notre pays qui visent à l'amélioration des conditions de vie des femmes. Je voudrais mettre en avant 2 projets de loi qui ont été discutés en Conseil des ministres
le mardi 15 octobre, sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef de gouvernement. Le premier projet de loi instituant la parité hommes-femmes et la représentation au pouvoir des décisions vise à instaurer des mesures pour favoriser l'égal accès au pouvoir décisionnel entre les hommes et les femmes dans toutes les institutions. Malgré des progrès législatifs marqués notamment par la loi numéro 192 de l'année 2002 de la 4e législature qui instaurait 10% de quotas et la loi numéro 219 de l'année 2018 de la 7e législature instituant les systèmes de quotas dans les fonctions électives et dans l'administration de l'État, les femmes restent encore minoritaires parmi les élus et les organes de prise de décision politique. Il est apparu nécessaire de prendre des mesures concrètes à même de corriger cette sous-représentation. Je vous emmène à Ankara où le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens, Warf Moumen Hassan Barre, a pris part au sommet des leaders religieux musulmans du continent africain qui s'est tenu à Istanbul du 19 au 22 octobre. Cette troisième édition est organisée par la présidence des affaires religieuses en Turquie, Diyanet, sous le thème promotion de la coopération et de la solidarité avec les pays de l'Afrique. Une cérémonie inaugurale qui a eu lieu au palais historique de Dolmabahçe, où le président turc Recep Tayyip Erdogan était présent. Ce sommet a pour objectif de fournir aux communautés musulmanes en Afrique une plateforme pour se rencontrer, raffermir le lien fraternel et promouvoir la coopération en matière d'éducation et de services religieux. Cette rencontre ouvre la voie aussi pour discuter des problèmes fondamentaux en vue de trouver des solutions pérennes. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette déclaration de l'ambassadeur de la Turquie à Djibouti. L'ambassadeur de la Turquie donc, à Djibouti, Salim Levent Sainkaya, a fait une déclaration dans laquelle il explique l'offensive de la Turquie qui mène en Syrie contre les groupes armés kurdes présents au nord-est le long de la frontière turque. Voici ses propos. La Turquie est fermement engagée dans la lutte contre le terrorisme en provenance de la Syrie. Alors, la Turquie est membre engagé de la coalition mondiale contre Daesh et nous avons déjà neutralisé plus de 4000 terroristes de Daesh par nos groupes, par nos propres moyens militaires. Et la menace du terrorisme provenant de la Syrie et visant nos frontières ne se limite pas à Daesh. Et au cours de 2 dernières années, et en particulier depuis l'est de l'Euphrate, n'est-ce pas, c'est la fleuve qui coule en Syrie depuis la Turquie, nous avons été exposés à près d'une centaine d'attaques de la part de PYD et IPG. Alors, qu'est-ce que c'est PYD et IPG? C'est de la branche syrienne du PKK, lui-même qui est une organisation terroriste, n'est-ce pas, qui commet des attentats terroristes depuis 40 ans en Turquie. Et cette organisation terroriste PKK est nommée organisation de terreur par l'Union européenne et l'OTAN. Les attentes de la Turquie et nos sensibilités concernant la menace de PYD et IPG ont été partagées à plusieurs reprises par nos alliés, en particulier les États-Unis d'Amérique. Et donc, nous avons parlé avec les Américains sur la création d'une zone de sécurité. Alors, la Turquie ne pouvait plus tolérer la présence de terroristes à ses frontières. Nous étions obligés de prendre notre propre mesure, donc de prendre notre destin à notre main. Et c'est pourquoi la Turquie a lancé cette opération qui s'appelle Source de paix. Et en nouvelle du monde, cette fois, Moscou et Ankara prennent ensemble le contrôle de la majeure partie du nord-est de la Syrie, une zone
en proie à un conflit croissant entre militaires turcs et combattants kurdes. Après 6 heures de négociations, Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine ont décidé dans un premier temps de déployer des patrouilles militaires russes et syriennes dans les secteurs de la bande frontalière bordant la zone où l'armée turque a déclenché début octobre une opération militaire. Et ce n'est certainement pas le scénario qu'espérait Boris Johnson ce mardi soir à la Chambre des communes après avoir adopté la loi d'application de l'accord de Brexit. Les députés britanniques ont ensuite refusé son examen accéléré, compromettant la sortie avec accord du Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 octobre prochain. Explication. Au scrutin, les Européens se sont consultés hier soir pour accorder ou non un nouveau délai aux Britanniques. Rejeté avec 322 voix contre 308 pour ce calendrier, prévoyait une approbation de la loi d'application de l'accord d'ici jeudi soir, un délai jugé trop court par les députés pour débattre d'un texte de 110 pages. En conséquence, Boris Johnson a annoncé la suspension de l'examen de l'accord du Brexit après le rejet du calendrier d'approbation voulu par son gouvernement. Suite à ce vote compromettant sérieusement les chances d'une ratification avant le 31 octobre, le Premier ministre britannique a indiqué devant les députés qu'il comptait demander aux Européens leur intention concernant le report demandé samedi dernier. En attendant leur décision, nous allons suspendre cette législation. Voilà donc pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.